tout ne passe pas par la loi, et on passe trop par la loi dans notre République. Le texte constitutionnel n'est pas le rempart qu'on pensait qu'il était. Where I have the right to do whatever I want as president. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. Les forces fascistes actuelles, elles utilisent plutôt les institutions démocratiques pour y faire leur nid. Un siècle après l'annexion française, les colonisés se souviennent du 24 septembre 1853, de cette prise de possession par un empire lointain. Les constitutions, dès le départ, s'accommodent autant qu'elles accompagnent de pratiques du type esclavage, colonialisme. Pinochet dissout le Parlement, suspend les partis politiques, proscrit le communisme, se proclame chef suprême de la nation. Les monstrueuses, les grandioses, en même temps, manifestations qui ont lieu à ce moment-là, octobre, novembre, etc., sont des manifestations qui réclament toutes la fin de la Constitution de Pinochet, l'abrogation de la Constitution de Pinochet et une nouvelle Constitution. Qu'il faut passer à la 6e République. La 6e République. Une 6e République. C'est pas qu'il n'y a pas de changement entre la 5e et la 6e, il n'y a pas de changement radical au sens où ça serait une autre société qui serait produite. La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. C'est dans la rue qu'il faut lutter. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, l'outil constitutionnel est un outil qui permet de rendre une révolution relativement irréversible. Me présenter, oui, bien sûr, je suis Pierre Dardot, je suis philosophe et j'ai essentiellement pour activité aujourd'hui de me consacrer à la rédaction de livres, dont le livre qui vient de paraître avec Christian, c'est-à-dire le livre qui est sur la cosmopolitique des communs, qui s'appelle « Instituer les mondes ». Voilà. Je m'appelle Sophie Vanish. Je suis directrice de recherche au CNRS en sciences politiques et j'ai une formation d'historienne de la période révolutionnaire française. Laureline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle et autrice de réflexions sur le droit constitutionnel. Alors la Constitution, il est vrai, a pris beaucoup de place ces dernières années dans notre espace médiatique, singulièrement en France, mais on le voit aussi aux États-Unis, par exemple. On peut en parler parfois aussi en Russie et dans un certain nombre d'autres pays, en Italie évidemment. Il me semble que c'est l'effet de ce qu'on s'aperçoit que le texte constitutionnel n'est pas le rempart qu'on pensait qu'il était. On s'aperçoit de cela alors que c'est quelque chose d'assez ancien, mais ça fait plus de sens pour nous maintenant. Pourquoi ? Je dirais parce que jusque dans les dernières années, et pour quelques petites décennies, au moins dans nos pays occidentaux, eh bien on s'accommodait d'un pouvoir qui, bon an, mal an, semblait respecter minimalement les droits et libertés, qui semblait, bon an mal an, appliquer des politiques qui étaient à peu près dans les clous de la Constitution, même si c'était pas toujours le cas. Et aujourd'hui, on a des gouvernants qui semblent plutôt vouloir souvent ignorer le texte constitutionnel, passer en force, hein, c'est une expression qu'on emploie souvent, assez facilement opérer des restrictions sur les droits et libertés. Hein. Depuis quelques années, on a vu tout un tas de lois grignoter le système des droits et libertés, et on s'aperçoit finalement que les techniques qu'on pensait imparables, eh bien en fait, peuvent elles-mêmes donner lieu à des pratiques parfaitement autoritaires. Cet objet est magnifié parce qu'on croit que l'organisation sociale ou les institutions, comme on dit le plus souvent, a le pouvoir de transformer la société, les rapports politiques, les rapports sociaux. Et c'est pas complètement faux, et en même temps, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que des institutions peuvent être magnifiques. Elles sont magnifiques, par exemple, en Union soviétique, et elles sont pas effectives dans la société, pour de multiples raisons. Du coup, c'est un peu une espèce d'emphase qui permet d'avoir un objet sur lequel on réfléchit, et de faire l'impasse sur ce que les révolutionnaires, et plus particulièrement des gens comme Sieyès, Condorcet, appelaient l'organisme social. L'organisme social, c'est une société avec sa part d'inertie, sa forme spécifique,
et l'impossibilité de considérer que justement l'organisation ou les institutions peut transformer complètement cet organisme. Il y a une différence, me semble-t-il, entre la Constitution comme bloc, avec les rapports que les articles entretiennent les uns avec les autres, la déclaration des droits fondamentaux qui figure en général en préambule, etc. Et puis d'autre part, l'usage qui est fait de la Constitution dans telle ou telle situation. Et là, en l'occurrence, c'était particulièrement frappant avec Macron, puisqu'il y avait des articles qui existaient, mais qui avaient été... ils n'avaient pas été utilisés simultanément par le même pouvoir dans la même situation. Donc ça existait depuis De Gaulle, depuis la Constitution de 1958, qui, il faut le rappeler, procède quand même d'un coup d'État. Chose que les gens ont un peu tendance à oublier, mais il faut quand même le rappeler, et c'est assez important. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. On voit l'utilisation qui est faite des décrets, comment justement les décrets qui sont autorisés par la plupart des constitutions sont surabondamment utilisés et réutilisés par des pouvoirs justement qui s'inspirent, qui viennent de l'extrême droite, qui s'alimentent idéologiquement à la source de l'extrême droite. Et tout ne passe pas par la loi, et on passe trop par la loi dans notre République. Aujourd'hui, j'ai signé un décret nécessaire et urgent pour commencer à débloquer le cadre juridique et institutionnel oppressif qui a détruit notre pays. Sir, this is an executive order entitled Protecting the American People. C'est Trump et Milei, c'est vraiment l'axe de cette extrême droite. Ça, c'est très important à comprendre. Et c'est d'autant plus important que c'est Milei qui a commencé. Milei a commencé puisque c'est 2023. Et Trump a emboîté le pas parce que lorsque ses conseillers, les gens qui ont rédigé le document de Heritage Foundation pour les élections de 2025, ce sont des gens qui ont appris aussi de ce qui s'est passé en Argentine. Parce que Milei a aussi utilisé l'arme des décrets. Il a même promulgué l'un de ses premiers décrets, c'est le DNU, et c'est quelque chose comme 300 mesures sociales qui ont été supprimées en un jour, comme ça. Et donc, en même temps, si on regarde l'attitude de Milei par rapport à la Constitution, il ne l'abroge pas, il ne tente même pas de l'abroger. Les forces fascistes actuelles ou d'extrême droite, quel que soit le vocabulaire qu'on emploie, elles utilisent plutôt les institutions démocratiques pour y faire leur nid, un peu comme les coucous, ou elles les utilisent comme des chevaux de Troie pour pouvoir pénétrer les institutions de manière assez profonde et se légitimer comme institution elle-même, parti politique démocratique. Donc tout ce qu'on appelle la dédiabolisation, en fait, repose sur cette stratégie. C'est-à-dire que c'est indissociable. Les pays qui ont commencé à écrire des constitutions et qui ensuite sont les acteurs de la diffusion de cette idée qu'il faut écrire les constitutions, donc à savoir principalement les États-Unis, la France et dans une certaine mesure l'Angleterre, même si on sait qu'elle est réputée pour ne pas avoir de constitution écrite, mais la philosophie constitutionnelle est anglaise quand même au départ. Un petit groupe dans ces pays écrit des constitutions. Ce petit groupe, c'est pas n'importe qui. Ce sont globalement des hommes blancs propriétaires qui ont des intérêts à préserver dans l'organisation du pouvoir, en ce sens même que justement, ils veulent mettre ces intérêts à l'abri de la décision politique. L'origine des constitutions, c'est ça, c'est de mettre à l'abri de la décision politique les intérêts propriétaires. Souvent, on associe la Constitution et le peuple. Le peuple n'a aucun lien avec la Constitution. Jamais il ne l'a écrite. Au mieux, c'est une fraction du peuple qui a délégué le pouvoir qu'on dit être le sien d'écrire la Constitution. Et dans tous les cas, la Constitution a eu ou pour objet ou pour effet de mettre le peuple à distance de l'exercice du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très logique parce que les premiers constituants, en 1786 aux États-Unis ou en 1790-91 en France, disent qu'ils ne veulent pas de démocratie, ils ne veulent pas de gouvernement populaire, parce que le plus grand nombre pourrait porter atteinte
aux intérêts du plus petit nombre, c'est-à-dire aux intérêts de la propriété. Et c'est extrêmement clair. Alors, cet objet constitutionnel, évidemment, favorise, au fur et à mesure des constitutions, certains groupes sociaux au détriment d'autres, ne serait-ce qu'avec cette affaire de suffrage censitaire, c'est-à-dire qui dépend de l'impôt que l'on paye et donc de sa richesse. Ceux qui sont riches ont intérêt à stabiliser la Constitution et donc à la fétichiser, à considérer qu'elle est intouchable, qu'il ne faut pas y toucher, qu'on ne change rien et qu'elle doit rester stable et que c'est un objet saint, c'est le mot qui est employé, et qui a une religion constitutionnelle. Ceux qui considèrent que c'est insatisfaisant le suffrage censitaire vont au contraire lutter contre cette fétichisation et affirmer que dans un régime républicain, c'est-à-dire un régime où il y a des lois, c'est ça que ça veut dire au XVIIIe siècle république, ça ne veut pas dire absence de roi, une constitution n'est valable que jusqu'au moment où elle ne remplit plus ses fonctions, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas l'harmonie de la société. Et donc, il revient à chaque génération de décider de sa constitution, voire à l'intérieur même d'une génération, on peut changer de constitution. Par contre, il y a un objet qui est fétichisé, ou relativement fétichisé, relativement parce que Robespierre est contre la fétichisation absolue, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors je dis qu'il est contre parce que dit voilà les gens vont embrasser la déclaration comme objet, un peu comme on peut embrasser un objet saint, et il dit mais ça va pas, il faut pas agir comme ça, il faut considérer qu'on a ce point d'appui, qu'elle est fondamentale et que c'est pour cette raison même que je me fais le défenseur de la Constitution, y compris de 1791, car si la Constitution comme telle est insatisfaisante, la Déclaration des droits nous donne des outils pour la faire progresser. Et donc il y a d'un côté des gens qui veulent figer la Constitution et dire si on commence à toucher à cette Constitution, on va tout détruire, et des gens qui disent non, la Constitution c'est un point d'appui pour continuer à progresser. Et on va s'appuyer sur les contradictions entre la Déclaration des droits et les lois constitutionnelles pour faire progresser. Les constitutions, dès le départ, s'accommodent autant qu'elles accompagnent de pratiques du type esclavage, colonialisme et même sur fond de génocide et de massacres dans un certain nombre de pays où les nations donc colonisatrices ont été et ont répandu l'idée constitutionnelle. Et ça a marché d'ailleurs, hein, parce que tous les pays devenus indépendants en général ont voulu ensuite leur constitution, mais jusqu'à une période extrêmement récente. Et la Constitution et les institutions constitutionnelles se sont accommodés de ces pratiques, ont justifié ces pratiques quand, par exemple, la France, sur tous ses territoires ultramarins, asservit, massacre, impose un droit d'exception, eh bien, c'est toujours avec le soutien du discours aimable de la Constitution. Je dis discours aimable parce que selon une Constitution, les hommes sont libres, les hommes sont égaux. Le bonheur de tous est recherché, censé être recherché par l'exercice du pouvoir politique. Donc finalement, le peuple n'a jamais, on peut dire, récupéré le pouvoir qui est dit être le sien dans la Constitution, mais auquel, en fait, il est complètement étranger. Si on pense qu'il y a eu des progrès sociaux, si on pense que, globalement, les populations sont plus libres qu'auparavant, et ben, ça n'est pas au texte constitutionnel qu'on le doit. Ça me semble important d'être souligné, parce que le texte constitutionnel ne provoque jamais rien, et éventuellement, il acte de certains changements, mais il ne les provoque jamais. On se bat ce soir dans Santiago où l'armée tente de prendre le pouvoir. Il y aurait des centaines de blessés par balle dans la capitale chilienne. Salvador Allende va mourir. Le général Pinochet s'empare du pouvoir et impose une dictature qui, d'entrée, se donne les moyens de perdurer. Pinochet dissout le Parlement, suspend les partis politiques, proscrit le communisme, se proclame chef suprême de la nation. Plus tard viendra l'état de siège et malheur aux opposants. Cela fait plus d'un an que les Chiliens ont commencé à manifester pour une éducation moins chère, un meilleur système de santé et des retraites plus élevées. C'est le modèle néolibéral chilien qui a permis la privatisation de ces secteurs et il est protégé par l'actuelle constitution écrite durant la dictature d'Augusto Pinochet. Il y a un mouvement qui s'empare de la question constitutionnelle, mais on voit qu'il s'en empare précisément en rejetant comme un obstacle à détruire
la constitution mise en place en 1980 par Pinochet. Donc c'est assez important. Et à ce moment-là, très vite dans le mouvement, l'exigence d'une nouvelle constitution apparaît. Il y a quelque chose de très important dans les manifestations, très vite, très vite, les monstrueuses, les grandioses, en même temps, manifestations qui ont lieu à ce moment-là, octobre, novembre, etc., sont des manifestations qui réclament toutes la fin de la constitution de Pinochet, l'abrogation de la constitution de Pinochet et une nouvelle constitution. Notre pays gardera sa constitution actuelle, car après 2 référendums portant sur 2 propositions, aucune d'entre elles n'a pu représenter ni unir le Chili dans sa diversité. Nous allons travailler à rechercher les solutions dont le Chili a besoin. Alors, il y a eu effectivement beaucoup d'illusions, ça c'est absolument indéniable. Illusions de la part des constituants, de la part des gens qui participaient directement en tant que délégués à la constituante. Illusion aussi de la part de certains partis politiques qui avaient tendance à accompagner le processus en se disant que ça pouvait sans doute aboutir à un changement de constitution, donc à un changement de régime. Bon, mais il est très important de regarder la manière dont les choses se sont passées, parce qu'en fait, là encore, on voit qu'il n'est pas possible d'isoler la question de la Constitution et de la Constituante de ce qui se passe et du contexte, parce que il y a une société qui est très conservatrice. La société chilienne, à la base, est vraiment très très conservatrice. Et ce conservatisme-là, il faut le replacer dans un contexte. 40 ans de domination néolibérale. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social. Ça produit quand même des citoyens qui sont, du point de vue de leur subjectivité, comment dirais-je, moulés selon un certain type de cadre, habitués à s'y plier, il faut voir que c'est quelque chose qui fait partie intégrante à la longue de la vie quotidienne. C'est les citoyens chiliens qui se comportent eux-mêmes en sujets néolibéraux. On a parlé, et moi j'ai repris ça, c'était un ami chilien qui m'avait dit ça, de l'expérience néolibérale. Il m'a dit au Chili, il ne faut pas simplement parler de l'expérience du néolibéralisme, comme si c'était l'expérience d'un gouvernement néolibéral. À ce moment-là, effectivement, c'est pas la seule, tant s'en faut. Mais là, c'est vraiment très particulier, parce que ça a été intériorisé à la longue par les citoyens eux-mêmes, et c'est ce qui a sans doute aussi pesé au moment du plébiscite de sortie, le 4 septembre 2022, parce que beaucoup de gens, ils ont l'obligation de voter, on ne leur donne pas la possibilité de s'abstenir, parce que sinon, à ce moment-là, ils ont des pénalités financières. Il y a un processus qui est un processus dans lequel beaucoup de gens, à l'intérieur de la constituante, se sont un petit peu coupés de la masse des citoyens, en venant à discuter finalement entre eux, comme si c'était un reflet fidèle de la société chilienne, en oubliant justement les citoyens qui sont en dehors de la constituante elle-même. Le résultat, avec cette interdiction de s'abstenir, tout ça, etc., il y a une subjectivité qui a joué dans le sens du rejet, et ça c'est absolument indéniable. Indéniable. Au Chili, j'ai eu pas mal de discussions et d'échanges avec justement des jeunes étudiants dans plusieurs universités du pays, et ce qui revenait d'une façon assez régulière dans leurs propos, c'était le fait que cette voie constitutionnelle était finalement condamnée à l'échec, que la gauche institutionnelle n'avait plus rien à leur apporter, ils n'avaient absolument plus aucune illusion. Ça a été dit à plusieurs reprises et je crois que c'est assez important. Donc le parti de Boric, le Frente Amplio, est complètement décrédibilisé. C'est une façon très, très, très claire pour eux de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et par conséquent, les seules choses qu'ils sont amenés à regarder avec espoir, c'est le réveil et la renaissance des mouvements sociaux. Essentiellement à partir de la question féministe, de la question... Alors ça, c'est très important, les féministes sont certainement le mouvement qui a continué et qui continue à porter un certain nombre d'espoirs, qui a un caractère assez massif, même s'il n'a plus la même forme que en 2019 et 2020, mais il n'en reste pas moins que c'est un mouvement qui porte beaucoup d'espoir
de la jeunesse, et c'est le cas aussi pour les peuples autochtones. Les peuples autochtones, les féministes et les écologistes. Voilà. Il y a, ça pour l'exemple du Chili, c'est très important. On voit très bien, moi je l'ai constaté, en l'espace de un an et demi, on voit comment le centre d'intérêt s'est déplacé. Et la question constitutionnelle est en effet complètement, elle est mise de côté. Alors après, il reste toutes les initiatives sur l'autogouvernement, les auto-organisations, etc., qui sont évidemment les plus intéressantes aujourd'hui, les plus efficientes, à ceci près que elles sont devant un écueil assez important, puisque cet écueil, c'est celui du cadre dans lequel ces auto-organisations et ces autogouvernements peuvent se déployer. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on ne peut plus s'autogouverner, où on ne peut plus autodécider, parce qu'en fait, la décision, en vertu, pour l'instant, du texte constitutionnel, eh bien, continue à relever des gouvernements centraux ou même des autorités locales représentatives. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que le texte, justement, est un obstacle à ces formes d'auto-organisation. Moi, j'ai tendance à dire souvent que si on veut réformer le système politique, si on veut réformer la manière de gouverner, on a plutôt intérêt à ne pas mettre toutes ces billes dans un texte constitutionnel ou dans une refonte du texte constitutionnel, repenser tout simplement l'action politique en dehors du texte. Moi, je crois que c'est absolument fondamental, parce que, je dirais, il y a une forme aujourd'hui de piège constitutionnel, à la fois par ce que dit le texte et par ce qu'on dit à propos du texte. On ne considère pas, jusqu'à aujourd'hui, que nous sommes, au sens fort, des acteurs de l'histoire. Ce qui l'emporte, c'est qu'on est des agents et qu'on est les jouets d'un système. Et pour faire de l'histoire chaude, il faut croire en sa capacité transformatrice en tant qu'acteur. Et donc, redevenir acteur de l'histoire, ça supposerait effectivement de considérer qu'il n'y a aucune loi fétiche, mais que par contre, on peut évaluer la qualité des lois en tant qu'elles approfondissent la justice, l'équité, l'égalité, l'émancipation, ou au contraire qu'elles la font régresser. C'est pas qu'il n'y a pas de changement entre la 5e et la 6e, il n'y a pas de changement justement radical au sens où ça serait une autre société qui serait produite. Alors, pour qu'il y ait cette transformation, ça suppose beaucoup de déplacements à tous les niveaux de la société. Pas simplement au niveau de la loi, mais au niveau des pratiques sociales, des pratiques culturelles, des pratiques économiques. Donc voilà, l'utopie, c'est multidirectionnel. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, l'outil constitutionnel est un outil qui permet de rendre une révolution relativement irréversible. Relativement, parce qu'on voit qu'elle est quand même, dans la Révolution française, réversible, mais on l'approfondit, on recule, mais on ne revient pas à l'Ancien Régime. Même la Restauration ne réussit pas à revenir à l'Ancien Régime. Donc il y a quelque chose qui est quand même, à un moment donné, installé justement dans l'organisme social, où les gens, ça les choquerait trop si on leur disait à nouveau, vous appartenez au tiers-état, vous appartenez à la noblesse et vous êtes plus égaux. Il y a à nouveau des titres, mais il n'y a pas d'inégalité de droit complet entre les individus. Donc la révolution dans sa dimension libérale est quand même acquise à un moment donné. C'est pas énorme par rapport à tout ce qu'espéraient les révolutionnaires de l'an 2, mais c'est quand même pas rien. Donc, c'est pas que c'est central, c'est que central, ça voudrait dire qu'on changerait la société grâce à la nouvelle constitution. Mais ça reste un objet qui prend une centralité parce qu'il est l'objet qui va permettre de stabiliser et de rendre un peu irréversible, jusqu'à un certain point, en offrant du temps à la société pour s'acclimater à ces nouvelles règles. Si on n'a pas cet outil-là, c'est très facile de constamment changer et de déstabiliser l'imaginaire et de saturer les gens en réunion qui finissent par les épuiser. Et c'est ce qui s'est passé dans la Révolution russe. Dans la Révolution russe, à un moment donné, les soviets, il n'y a plus grand monde pour y aller parce que les gens sont fatigués d'aller constamment à des réunions et ils ont envie de rentrer chez eux. Bon, il y avait une guerre, ils sont des soviets qui sont plutôt à Moscou, et à un moment donné, ils n'en peuvent plus, ils ont envie de rentrer, retrouver leurs femmes et leurs enfants, leurs champs, etc. Et donc,
il y a quelque chose qui doit être un peu régulé, rythmé, pour que les gens puissent supporter l'effort que constitue un régime démocratique, si on pense que l'utopie approfondira l'enjeu démocratique, alors que les révolutions fascistes, si on peut utiliser le mot révolution, sont des révolutions réactionnaires. Ce que disait déjà Marx, c'est des révolutions du pouvoir exécutif et pas de la société. Alors que les révolutions émancipatrices sont des révolutions du pouvoir législatif, pris en main par la société, ou le souverain populaire, comme on veut.